C'est l'heure de l'invité de Claude Escolovic. C'est à vous, Claude. Elsa Ray, 28 ans, porte-parole du collectif contre l'islamophobie en France. Vous dénoncez une augmentation des actes contre les musulmans depuis les attentats de janvier. C'est-à-dire que l'esprit du 11 janvier dont on parle tant n'a pas protégé les musulmans de ce pays. Non, malheureusement, et c'est bien dommage puisqu'il y avait eu beaucoup de discours politiques suite aux attentats qui se voulaient apaisants, qui se voulaient rassurants et qui appelaient justement à ne pas faire d'amalgame, à lutter contre la stigmatisation. Et malheureusement, ce n'est pas une réalité qu'on a retrouvée sur le terrain. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Qu'est-ce qui se passe? Concrètement, on a observé une hausse sans précédent des actes islamophobes. On enregistre une hausse de 70%. Et c'est quoi un acte islamophobe, par exemple? Alors, un acte islamophobe, ça peut être une agression physique dans la rue, des insultes, des crachats, mais aussi des discriminations au quotidien pour l'accès à l'emploi, pour l'accès à l'éducation. Voilà. Ça, c'est une situation générale, je veux dire, qui préexiste. Est-ce qu'il y a, par exemple, plus de femmes, comme vous, qui portent le foulard islamique, qui sont agressées dans la rue? Est-ce que vous avez des cas qui vous reviennent? Tout à fait. Alors pour l'année 2014, on a recensé plus d'une vingtaine de cas d'agression contre la quasi-totalité des victimes d'agression sont des femmes, pour la plupart portant le voile puisqu'elles sont facilement identifiables. Et de manière générale, les femmes représentent 81% des victimes d'islamophobie. Donc c'est vraiment un phénomène qui s'attaque aux femmes en particulier. Dans chacun de ces discours, le pouvoir politique, qu'il s'agisse de François Hollande qui parle d'islamophobie, de Manuel Valls qui dénonce les actes anti-musulmans, de Bernard Cazeneuve qui les dénonce également, dans chacun de ces discours, le gouvernement prend bien soin de rappeler le refus de l'amalgame. Pourquoi est-ce que ce discours apaisant du pouvoir politique n'est pas entendu par toute la société? Je pense que ce discours, au contraire, il est entendu, mais le souci, c'est qu'il est, on va dire, gâché par d'autres discours qui sont justement qui ne respectent pas ces appels de lutte contre la stigmatisation. On a pu l'entendre dans certains discours de Manuel Valls, également les récents propos de Nicolas Sarkozy. Et du coup, c'est soyez plus spécifique. Vous dites discours de Manuel Valls. Quel propos de Manuel Valls inciterait à de la violence ou à de la discrimination contre les musulmans? Eh bien, récemment, lorsqu'il a parlé d'islamo-fascisme, par exemple, l'association des deux termes est quand même assez malvenue et aussi encourage justement la stigmatisation déjà très existante contre les musulmans. Quand il parle d'islamo-fascisme, il parle des terroristes, d'un type qui va tuer 2 personnes à Copenhague. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dénoncer des fascistes qui se réclament de l'islam tout en protégeant les musulmans, y compris les musulmanes voilées? Tout à fait. En fait, lutter contre le terrorisme, c'est essentiel et c'est très important. Mais le qualifier, pardonnez-moi, pourquoi ne pas le qualifier? Pourquoi ce mot islamo-fascisme poserait un problème à quelqu'un comme vous, qui est une militante des droits de l'homme? En fait, ce qui me pose problème, c'est que Manuel Valls utilise ce terme, mais refuse d'utiliser le terme islamophobie. Et du coup, cette réticence à utiliser ce terme nous donne l'impression qu'il y a une réticence à lutter contre le phénomène lui-même. Du coup, on a l'impression que le phénomène est sous-estimé et n'est pas réellement combattu avec des mesures concrètes. Et ce qui fait que les personnes de confession musulmane, lorsqu'elles sont agressées ou discriminées, n'ont pas de réponse policière ou judiciaire à la hauteur de leur préjudice, tout simplement. Et ça, c'est un problème. Quand 500 personnes, ça se passe à Copenhague, quand 500 personnes vont prier pour l'auteur des attentats qui ont fait 2 morts, est-ce que vous, musulmane, pratiquante, croyante, engagée, êtes choquée, blessée, salie? Tout autant que les discours en fait d'intolérance, de racisme, tous les discours de haine sont à condamner avec la même force. Mais là, ce sont des prières que vous estimez, qui font partie de vous, que vous avez rejoint parce que vous êtes converti, que ces prières soient dites en hommage à un terroriste. Est-ce que ça vous blesse particulièrement? Tous les actes qui sont commis, tous les actes atroces qui sont commis au nom de la religion blessent les personnes qui justement portent cette religion dans leur cœur, c'est bien évident. Mais je pense que justement ce qu'il est important et nécessaire aujourd'hui, en France et en Europe, c'est de se poser la question de pourquoi justement on voit émerger ce genre de comportement et de se poser la question du phénomène structurel qui se cache derrière justement l'émergence de ces comportements haineux, quels qu'ils soient. Vous évoquez également des propos de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, chez nos confrères d'Europe 1, a dit en gros qu'il ne voulait pas voir des femmes voilées en France, dans la République, parce que le voile symbolise l'inégalité entre les hommes et les femmes. Vous comprenez que quelqu'un puisse vous regarder, se dire tiens, cette jeune femme porte un signe d'inégalité?
Je le comprends parce qu'en fait, je le comprends par les discours profondément anti-voile qu'on a entendus tout au long des dernières années, depuis 10 ans. Des discours qui, justement, visent, encore une fois, à stigmatiser les femmes musulmanes qui décident de porter le foulard. Et du coup, forcément qu'il y a des préjugés, en fait, à l'encontre de ces femmes-là. Ou des réalités politiques. Quand des pays comme l'Iran imposent le port du voile aux femmes, on peut se demander si en France, une femme qui porte le voile est toujours aussi libre que vous. Oui, mais en même temps, empêcher les femmes de le porter, c'est le même système, c'est le même phénomène. La liberté et l'égalité des hommes et des femmes, c'est de permettre aux hommes comme aux femmes de faire leurs propres choix, d'assumer leurs propres choix et de voilà, s'habiller comme elles ont envie de s'habiller, comme ils ont envie de s'habiller. Donc empêcher d'un côté ou imposer de l'autre, on est dans le même phénomène et le même système de fonctionnement, malheureusement. Nicolas Sarkozy est islamophobe ? Je pense que Nicolas Sarkozy surfe sur une vague qui est particulièrement forte depuis les récents événements de janvier. D'ailleurs, le propos qu'il a tenu jeudi matin était clairement pour voilà, un peu tâter le terrain et voir comment l'opinion allait réagir, puisque ensuite il est revenu sur ses propos en disant qu'il parlait du voile intégral. Donc il est revenu un petit peu quand il a vu que ça avait une réaction plutôt négative. Je pense qu'il surfe sur une vague. Et c'est ça qui est bien dommage, c'est que c'est finalement c'est le point commun qu'on retrouve entre tous les partis politiques, toutes les tendances politiques, c'est la vague islamophobe sur laquelle ils surfent. Vous défendez le droit des musulmans, des musulmanes à être ce qu'ils peuvent être, ce qu'ils veulent être. Il y a beaucoup d'appels aux communautés musulmanes à s'engager. Est-ce que vous participeriez, vous, par exemple, à des rencontres avec des jeunes pour prévenir les dérives vers le djihadisme? Est-ce que vous, justement, femmes converties, avez un discours possible vers ces gens-là? Est-ce que je peux vous mobiliser dans le grand combat contre les dérives, ces centaines de jeunes gens qui deviennent terroristes? Le CCIF, de toute façon, lutte contre l'islamophobie et surtout pour le respect des droits civiques des musulmans. Et on l'a toujours dit, on le redit, dans un contexte justement de recrudescence des actes islamophobes, il est plus que jamais nécessaire de lutter contre l'islamophobie pour lutter contre la radicalisation. Et donc... Mais est-ce que vous lutteriez, pardonnez-moi, est-ce que vous faites beaucoup de réunions, est-ce que vous participeriez, avec Dounia Bouzar, avec d'autres, à des réunions de prévention du djihadisme, spécifiquement là-dessus, ou est-ce que ce n'est pas votre rôle? Non, je pense qu'effectivement, la société civile, qu'elle soit pour les associations de défense des droits de l'homme ou les associations communautaires, c'est très important qu'il y ait justement un travail d'équipe, un travail de groupe, à la fois donc entre ces associations et aussi entre les institutions, pour lutter contre le phénomène structurel qui justement génère de la haine et de la tension dans la société. Dans une autre vie, juste avant, la même vie, vous pensiez être journaliste, vous avez choisi d'être militante, vous pourriez revenir aux journalistes comme vous êtes aujourd'hui? Je pense pas, non, je pense pas. J'ai vraiment besoin d'être dans un milieu voilà, très engagé, où j'ai une liberté de parole plus absolue, disons. Donc je suis bien dans mon milieu de militant. Merci. Dernière question. Vous venez d'un petit village de Bourgogne. Hein. Tout à fait. Le salon de l'agriculture, ça vous dit quelque chose? Oui, bien sûr. Vous avez de la sympathie? C'est toujours votre famille, ces gens-là, les agriculteurs, les paysans? Bien sûr, moi j'ai grandi dans un village où il y avait plus de vaches que d'habitants, donc bien sûr oui, c'est mon environnement et ça me fait du bien d'y retourner souvent. Et les habitants de ce village vous reconnaissent toujours, même si vous avez changé? Bien sûr, oui, bien sûr. Je suis une enfant de ce village, donc le tout c'est juste de communiquer et d'échanger et de partager, et je crois que c'est finalement l'essentiel de ce que veulent les Français aujourd'hui.